Mais je savais que ma collègue était par là, parce qu'elle n'était pas en réunion ce matin-là. Et j'étais sûre qu'il y avait encore plusieurs personnes dans cette zone. Mon supérieur m'a dit d'y aller, mais je ne pouvais pas. Je voulais revenir en arrière. Il m'a ordonné de sortir immédiatement. Ça a été une décision très difficile, car je savais qu'il y avait encore des gens. Mais ça aurait été un suicide de revenir sur nos pas. Je suis donc sortie à mon tour. 9h45. 10 camions de pompiers luttent pour maîtriser le brasier. Des unités de triage médical prennent les premiers rescapés en charge. Devant la façade ouest, Alan Wallace aide les gens qui essaient de passer par les fenêtres. Le bâtiment est en feu, les gens sont terrifiés. Leurs brûlures les font souffrir, ils ne savent plus où ils sont. En haut des fenêtres, il y a des flammes, en bas, il y a de la fumée, et ces gens essaient de s'en sortir. L'incendie fait rage, et les pompiers n'ont aucun moyen d'atteindre les employés coincés au 3e étage. Une fumée noire tourbillonne de chaque côté du corridor. Cherchant toujours une issue, Bobby Hogg et ses collègues tombent à nouveau sur la fissure dans le sol. La fissure s'était élargie et le plancher s'était un peu plus affaissé. On voyait les flammes passer à travers. Les 5 hommes semblent perdus. Vous m'entendez? Venez par ici! Un jeune type criait « On peut sortir par ici, par ici ». On n'a pas posé de questions, on s'est accrochés les uns aux autres et on a progressé jusqu'à la porte. 9h55. L'avion a percuté le Pentagone depuis 17 minutes quand les pompiers entendent le bâtiment grincer et craquer. Des morceaux entiers du rez-de-chaussée s'affaissent. La structure est sur le point de s'effondrer et ils évacuent rapidement la zone. 9h57. « 19 minutes après l'impact, un pan de bâtiment de 23 mètres s'effondre. Pendant 10 interminables minutes, les pompiers attendent l'autorisation de reprendre leur travail de sauvetage. Par miracle, Kevin Schaeffer, Marilyn Wills, John Yates et Bobby Hogg sont tous sortis à temps. Les rescapés sont aussitôt emmenés aux urgences par hélicoptère et en ambulance. 11h30. L'incendie est tel que les pompiers mettront presque 24 heures à en venir à bout. Pour la première fois de l'histoire, des terroristes ont attaqué le siège militaire de la nation la plus puissante du monde. Nous allons maintenant rembobiner le cours de cette journée et suivre le travail des enquêteurs pour vous révéler ce qui s'est passé. Grâce aux nouvelles techniques informatiques, nous allons pénétrer là où nulle caméra ne peut aller, au cœur de la zone sinistrée. Cet acte terroriste a coûté la vie à 184 personnes, 59 passagers et membres d'équipage de l'avion et 125 employés du Pentagone. Près de 23 000 personnes travaillent quotidiennement au Pentagone. Lorsque le Boeing a percuté le bâtiment à 850 km/h, il contenait 20 000 litres de kérosène. Après une explosion d'une force équivalente à celle de presque 500 kg de TNT, il est étonnant qu'une seule petite section de la structure se soit effondrée. Si les enquêteurs parviennent à comprendre pourquoi les dégâts ont été aussi limités, ils pourront mieux protéger les gratte-ciel d'Amérique et du reste du monde. Le FBI investit les lieux, tandis que le génie civil américain réunit une équipe de 6 ingénieurs structurels et en sécurité incendie pour étudier les dommages. Mais avant d'examiner le bâtiment lui-même, les experts doivent reconstituer l'angle de vol pour découvrir comment l'avion est entré dans le Pentagone. Ils commencent par écouter les enregistrements du contrôle aérien. 78 minutes avant l'impact, le vol American Airlines 77 est autorisé à décoller de l'aéroport international de Washington Dulles. Fréquence de départ sera 125.05, piste 30 dégagée. 125.05, piste 30. Ces enregistrements montrent que pendant 31 minutes, le Boeing 757 a suivi son plan de vol et communiqué avec les contrôleurs aériens. 44 minutes avant l'impact,
Les données de la boîte noire indiquent que l'appareil amorce un virage à 180 degrés pour repartir à l'est, en survolant la Virginie. 42 minutes avant l'impact, le vol 77 coupe tout contact. American 77, American Indy radio check. How do you read? Que s'est-il passé dans cet avion après le dernier échange entre le pilote et la tour de contrôle? How do you read? Ancien enquêteur auprès du Bureau américain d'enquête sur les accidents aériens, Bob Francis a son idée sur la question. À 8h50, il n'y a aucun problème. À 8h56, les pirates contrôlent l'avion. Leur tout premier geste a certainement été d'éteindre le transpondeur. Le transpondeur est un dispositif qui transmet les données de vol de l'avion, immatriculation, vitesse et altitude, au contrôle aérien. Une fois ce système éteint, le vol American Airlines 77 n'est plus qu'un petit signal sur l'écran radar. Ils ne savaient plus lequel des appareils visibles sur le radar était le vol 77. Ils avaient perdu l'avion. L'appareil peut ainsi voler pendant 36 minutes à l'est, vers l'espace protégé aérien de Washington, D.C., sans se faire repérer par les contrôleurs aériens. Le problème, c'est qu'ils le cherchaient à l'ouest, parce que c'était la destination initiale du vol et qu'ils pensaient qu'il allait continuer dans la même direction. 6 minutes avant l'impact. Soudain, à Washington, le contrôleur aérien Daniel O'Brien repère un écho qui se déplace rapidement vers la Maison-Blanche. Mais il disparaît presque aussitôt. 4 minutes avant l'impact. La boîte noire confirme que l'avion a commencé à piquer. Plongeant de 670 mètres et virant à 330 degrés pour s'aligner sur le Pentagone, il accélère jusqu'à 850 km/h. Le vol American Airlines 77 percute la façade ouest du Pentagone. Sur cette reconstitution numérique, on voit que l'appareil vole dangereusement bas. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur l'angle de l'impact. Contrôlé par les 5 terroristes, l'avion d'American Airlines vient de s'écraser contre le rez-de-chaussée du Pentagone. L'informatique nous permet d'aller au cœur de la zone sinistrée pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Comprendre comment l'appareil a percuté le bâtiment est une des premières étapes clés de l'enquête. Il n'existe aucune image de l'impact. Ce film provient d'une caméra de sécurité qui se déclenche une fois par seconde. Mais à 850 km/h, l'avion a heurté le bâtiment entre deux clichés. Il manque donc la seule image qui pourrait réellement aider les enquêteurs, celle de l'impact lui-même. L'ingénieur structurel Aline Kilsheimer a été l'un des premiers experts sur les lieux. Au début, je ne savais pas comment ça s'était passé. Aline s'intéresse au point d'entrée de l'appareil. Il y avait des marques sur les briques à l'endroit où l'aile droite s'était enfoncée. L'avion était donc incliné avec l'aile droite plus haute que la gauche. 9h38. L'avion entre en biais. L'aile droite heurte la dalle d'acier et de ciment du premier étage et se brise. Mais qu'en est-il de l'aile gauche? Les enquêteurs font une autre découverte. Juste devant le trou à gauche, ils trouvent des débris d'aile enterrés à près d'un demi-mètre sous terre. Ils savent désormais comment l'appareil a percuté le Pentagone. Le Boeing approche du mur ouest en diagonale, presque parallèlement au sol. Mais une seconde avant l'impact, il se penche très légèrement sur la gauche. Au moment de l'impact, le dessous de l'aile gauche et le moteur touchent le sol, presque à l'instant où le nez emboutit le bâtiment. C'est une information importante, car l'angle d'entrée détermine le parcours de l'avion à l'intérieur. La survie tient alors à peu de choses, à peine quelques centimètres.
Il s'agit maintenant de reconstituer le trajet effectué par l'avion à travers le bâtiment. Pour cela, les experts se tournent vers ces images spectaculaires d'un essai de choc aérien. En 1984, l'administration fédérale de l'aviation a testé l'efficacité d'un carburant retardateur d'ignition en crachant un Boeing 720 dans le désert du Moab. Les enquêteurs confrontent les résultats avec ce qui est arrivé au vol 77. Ils comparent d'abord la vitesse. Le Boeing 720 faisait du 274 km/h au moment où il a percuté la piste. D'après la boîte noire, le 757 détourné allait 3 fois plus vite quand il s'est écrasé sur le Pentagone, soit 850 km/h. Ils comparent ensuite la distance parcourue par chacun des appareils après l'impact. L'avion du crash test a glissé sur près de 370 mètres avant de s'arrêter. Mais la situation du vol 77 est très différente. Il fonce 3 fois plus vite sur un bâtiment fortifié. Dans le bâtiment, les débris les plus éloignés ne sont qu'à 95 mètres du point d'entrée. Ce que veulent savoir les experts, c'est comment la structure a pu ralentir suffisamment l'avion pour limiter les dégâts. Pour le découvrir, ils vont étudier les décombres du rez-de-chaussée. En cette nouvelle ère de terreur, les ingénieurs ont besoin de comprendre comment mieux protéger les immeubles administratifs des attaques terroristes. L'avion s'est écrasé contre le Pentagone avec une telle force qu'il a arraché la plupart des piliers de béton sur 20 mètres, puis sur 30 mètres. Mais presque à 50 mètres à l'intérieur de l'édifice, les piliers bien qu'endommagés sont encore debout. Les enquêteurs commencent à voir assez précisément ce qui s'est passé. En fait, l'avion s'est désintégré en traversant le bâtiment. Voici l'impact. Agissant comme une balle, le nez de l'avion perce une ouverture dans la façade. 1/100 de seconde plus tard, l'appareil percute les 8 premiers piliers et commence à se démanteler. 2/100 de seconde. Conservant une partie de sa vitesse, la carcasse continue à s'enfoncer dans les bureaux. Une demi-seconde, la boîte noire, l'enregistreur des conversations en cabine et le train d'atterrissage parcourent presque 100 mètres à l'intérieur du bâtiment. Ce sont les seuls éléments identifiables de l'avion que l'on ait retrouvés. Dans le service où je travaillais, 24 personnes sont mortes ce jour-là. 3 dans mon propre bureau, mon chef et 2 collègues, et 21 de mes amis. L'avion traverse les bureaux du rez-de-chaussée juste sous les pieds de John Yates et de ses collègues. Mais près des 2/3 des victimes ont succombé aux flammes et aux fumées toxiques. Expert en sécurité incendie, Tom Stanton a évalué la résistance du bâtiment. Ces forces ont repoussé les débris en piles à travers le bâtiment. Et ça a brûlé. Les murs et les plafonds, tout ça s'est entassé partout. Ces piles forment de gigantesques bûchers qui n'attendent plus que le combustible et une étincelle. Au moment de l'impact, l'avion contient 20 000 litres de kérosène. Une partie du carburant alimente les boules de feu de 127 mètres de haut à l'extérieur du bâtiment. Mais le reste pénètre à l'intérieur avec l'appareil à une vitesse de presque 240 mètres par seconde. Le liquide inflammable est pulvérisé partout autour, y compris sur les piles de débris. John Yates est au premier étage. J'avais mes lunettes sur la tête. Et quand je les ai enlevées, j'ai cru qu'elles étaient couvertes de sang. En fait, c'était du kérosène. Stan Ames est un scientifique. Il étudie le comportement du feu. Imaginons un peu l'intérieur de ce bâtiment, soudain saturé d'une fine vapeur de kérosène, puis envahi par des flammes qui font tout sauter. En un instant, l'air frais laisse la place à une chaleur intense.
Ce type de réaction combustible-air est utilisé pour fabriquer des bombes conçues pour exploser, supprimer l'oxygène de l'atmosphère et produire des conditions mortelles. Les employés qui ont survécu à l'impact initial sont maintenant confrontés à des conditions extrêmes.